Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG. Je suis aujourd'hui accompagné de Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la mairie de Paris en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Bonjour. Bonjour. Alors dans cette émission, on va s'intéresser à tout ce qui est droits humains et à votre rôle de président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. L'objectif de cette association est clair, permettre aux Français de choisir les conditions de leur fin de vie. Pour ça, vous faites en sorte d'obtenir une loi visant à légaliser l'euthanasie. Avant de pousser le sujet un peu plus loin, quelle est l'histoire de cette association et comment est-elle née ? En fait, dans les années 80, dans le monde entier, il y a un certain nombre d'associations qui se sont créées parce qu'on voyait bien que les personnes en fin de vie n'étaient pas vraiment accompagnées, que notamment la douleur n'était pas une préoccupation à la fois du personnel soignant, alors qu'on sait que c'est absolument atroce de mourir dans des souffrances terribles. Et puis, il y avait aussi l'arrivée du sida, avec des personnes plus jeunes qui mouraient dans des conditions atroces, des douleurs physiques abominables, des souffrances psychiques terribles. Et donc, il y a eu un mouvement de personnes qui se sont dit il faut qu'on puisse choisir le moment de mourir, parce qu'on voyait bien qu'il y avait aussi une forme d'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de soignants en fait, utilisaient un peu tous ces malades pour essayer de tenter certaines techniques, etc., plutôt pour d'autres, et qui en fait faisaient beaucoup souffrir ces personnes. Et donc il fallait à un moment qu'on puisse aussi comprendre que la mort, elle nous appartient à nous. C'est pas les personnes qui sont autour du lit, c'est pas les soignants, c'est pas les familles qui ont à décider que quand une personne n'a plus de perspective, on voit pas pourquoi on devrait l'obliger à vivre les heures, les minutes, les secondes supplémentaires, et que si elle est à bout, elle doit pouvoir à un moment éteindre la lumière elle-même. C'est des dernières secondes qui sont souvent horribles. D'après un sondage de l'Ipsos qui date de 2019, 96% des Français interrogés réclament le droit à l'euthanasie. Donc il y a de nombreux sondages qui nous livrent des chiffres équivalents. Elle est autorisée chez nos voisins belges, suisses et aussi luxembourgeois. Comment expliquer que la France n'a toujours pas autorisé ce droit ? Bah là, en plus, c'est de partout, quoi. L'Espagne, tout récemment. Il va y avoir un référendum en Italie bientôt. Le Premier ministre anglais a annoncé qu'on allait le faire en Belgique, en Grande-Bretagne. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation qui est quand même assez incroyable. Vous savez, moi, juste avant les vacances, j'ai encore accompagné Alain Koch, qui était un monsieur qui demandait depuis 1 an le droit de mourir. Il avait des douleurs physiques que la médecine ne pouvait pas soulager. Ne pouvait pas, la morphine ne le soulageait pas. Eh bien, on n'avait aucune réponse à lui donner. Et je l'ai accompagné en Suisse, où il est mort comme il le souhaitait. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans notre pays. On dit qu'on est le pays des droits humains, mais en même temps, on n'a pas le droit de choisir notre fin de vie. Et c'est un peu, vous savez, ça me fait penser un peu à ce combat qu'ont mené pendant longtemps les femmes, qui disaient « mon corps m'appartient, si je veux me faire avorter, c'est mon choix, j'ai le droit de pouvoir le faire ». Là, c'est un peu ça, c'est « ma mort m'appartient ». Et on voit bien qu'il n'y a pas un principe supérieur. Vous savez, on est dans une république laïque. On n'est pas dans une théocratie. Ceux qui veulent mourir le plus tard possible, ils doivent être respectés. Moi, je me bats pour ça aussi. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on voudra à la fin. Il faut être dans le doute. Mais celles et ceux qui sont au bout du chemin, qui ont dit au revoir aux leurs, et qui n'en peuvent plus, qui savent que les jours qui viennent, ça ne va être que de la souffrance, je ne vois pas pourquoi on les obligerait à mourir le plus tard possible, et notamment dans la douleur. C'est incompréhensible pour vous ? Moi, je ne comprends pas, parce que, si vous voulez, ce que je souhaite, moi, c'est une loi de liberté. C'est une loi qui, d'un côté, permet l'accès universel aux soins palliatifs. Et là-dessus, vous savez, on en parle beaucoup, mais appelle 20 à 25% des gens qui en ont besoin peuvent aller dans une unité de soins palliatifs. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui le demandent. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Vous n'arrivez pas, Mathis, en disant « Ah, j'ai envie de mourir, j'ai mal à la tête ce matin ». Il y a des vérifications, il y a des délais. Il y a 2 médecins, en général, dans les pays qui ont légalisé, qui vérifient que vous êtes dans les conditions de la loi et que votre volonté, c'est la vôtre. Ce n'est pas vos héritiers qui vous ont poussé à vouloir mourir pour pouvoir avoir le magot. Et c'est vrai que c'est incompréhensible. Pourquoi on oblige quelqu'un qui n'a pas de perspective, qui n'a que des perspectives de souffrance? Si des gens ils veulent mourir dans la souffrance, à l'époque, l'Église catholique disait aux femmes, accouchez dans la souffrance. Si elles veulent le faire, que c'est leur conviction, qu'elles le fassent. Mais les gens qui n'ont pas ces convictions religieuses-là, en quoi on a à les obliger à mourir dans ces souffrances ? Alors un autre chiffre, 87% des Français jugent qu'il est urgent que l'Assemblée nationale débatte sur le sujet et plus de 300 députés demandent à Emmanuel Macron de reprendre ce débat. Est-ce que vous avez le sentiment que cette question est sous-évaluée ou mise de côté par le gouvernement ? Écoutez, ce qui est assez choquant, c'est qu'on voit pour la première fois 300 députés qui ont écrit au président de la République et au Premier ministre. Ça fait 3 mois. Ils n'ont toujours pas de réponse.
C'est absolument scandaleux. Alors que la Covid, et vous savez, comme beaucoup, j'ai été touché directement. Ma mère est morte de la Covid. Et j'ai vu dans quelles conditions. Tous les jours, elle demandait à mourir. Ah, et comme par hasard, il fallait se battre pour qu'on lui donne enfin des produits qui lui permettent de partir tranquillement et sans souffrance. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'on laisse mourir des gens dans des souffrances, dans des étouffements, comme on le vit aujourd'hui? Et la Covid a montré à quel point aujourd'hui on ne respectait pas la volonté des personnes. Et c'en est même d'ailleurs pire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, regardez ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe, on est obligé de sélectionner les gens à qui qu'on va soigner ou pas soigner. Et moi, ça, je trouve ça scandaleux qu'on fasse ça dans notre pays. Ceux qui veulent vivre le plus longtemps possible, ils doivent être respectés. Mais ceux qui n'en peuvent plus doivent l'être aussi. Et on se rend compte qu'au final, et avec la Covid, ça en est un exemple, personne n'est respecté. Avec votre association, justement, comment vous faites pour faire entendre ce droit? Alors nous, on a un double rôle parce qu'en fait, on a quand même association agréée représentant les usagers de santé. Donc on est dans les hôpitaux pour défendre les gens, pour qu'on arrête de les faire souffrir, pour qu'on utilise toutes les techniques qui permettent de ne pas souffrir, parce qu'il y en a. Et puis, de l'autre côté, on a ce travail militant qui est d'essayer de convaincre les élus. Et je pense que pour l'instant, on y a plutôt bien réussi, puisqu'on a convaincu 300 députés sur 577, ce qui est énorme. Maintenant, il faut que le gouvernement entende. Et j'espère qu'en cette rentrée, on va être un peu plus entendu. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans cette pleine vague de nouvelles vagues de Covid et le gouvernement fait semblant de ne pas avoir le temps de s'occuper du reste. Mais vous savez, il faut vraiment qu'on repense à notre système de santé. On voit très très bien que dans les hôpitaux, on est très mal accompagné, que les soins palliatifs, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette période ici? Les gens qui travaillent sont des gens formidables, mais qui n'ont absolument pas les moyens. Ils ont accompagné comme ils ont pu certaines personnes, mais les proches qui ont vécu, vous savez, moi, ma mère est morte, j'ai pas eu le droit de la voir, j'avais laissé une robe, etc. Elle avait demandé qu'on lui enlève son alliance, on l'a mis dans 2 sachets en plastique nu. Pensez que votre mère de 90 ans s'est retrouvée comme ça dans ces conditions-là et qu'on n'a même pas respecté son vœu de lui enlever en plus son alliance. Vous imaginez pour les proches à quel point toutes ces fins de vie ont été violentes avec des enterrements qui étaient très limités, etc. Il y a un moment, il faut écouter. Vous savez, la question de la fin de vie, elle n'intéresse pas en France. On s'intéresse beaucoup au début de la vie, et tant mieux, mais la fin de vie n'intéresse pas. On a l'impression que les politiques, ils ont peur de la fin de vie et donc ils ne veulent pas s'en occuper. Ou si, ils donnent ça à des médecins qui s'en occupent d'une manière médicalisée. Et votre fin de vie, c'est la mienne, c'est la vôtre et c'est une histoire citoyenne d'abord. Alors j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet lié aux droits humains et un sujet d'actualité. Pour le coup, le 15 août dernier, les talibans ont repris le contrôle de Kaboul. On se souvient de ces images de centaines d'Afghans sur le tarmac de l'aéroport. Certains tentaient de s'accrocher aux avions de l'US Air Force pour s'échapper du pays. Pour vous qui êtes en charge des droits humains, etc., qu'est-ce qu'on ressent à la vue de ces images? Comme tout le monde, on est totalement bouleversé, on est totalement effrayé de ce qui est en train de se passer là-bas. Et on veut que la France soit comme tous les pays de liberté. On dit que la France, c'est le pays des droits humains. D'ailleurs, c'est vrai que la plupart des traités des droits humains ont été faits ici. Et notre devoir, il y a à peu près, je crois, 1000 personnes qui ont pu être rapatriées en France. Il faut aider toutes ces personnes. Je pense évidemment particulièrement aux femmes. Dont on sait que les libertés pour elles n'existeront plus. On sait que ces dernières années, il y avait quand même eu des progrès pour les femmes, des grands problèmes. Des femmes avaient des grandes responsabilités dans les universités, ailleurs. Tout ça est terminé, c'est affreux d'imaginer ça. On les renvoie à une espèce de Moyen-Âge. Et puis je pense aux personnes LGBT dont on parle très peu dans ce débat. Vous avez tweeté d'ailleurs à ce sujet-là. Qui est aussi... alors c'est mon rôle aussi de le faire, mais je suis un peu étonné qu'on n'en parle pas plus parce qu'on sait que pour eux, c'est la mort. Et il faut tout faire pour sauver ces personnes. Et quand on entend certaines polémiques aujourd'hui qui commencent avec certains politiciens en expliquant il faut arrêter l'immigration, etc. Enfin, c'est notre rôle. Vous savez, quand il y a eu la guerre et que les nazis exterminaient les juifs et bien d'autres, les États-Unis, ils ont ouvert grand leurs portes aux juifs et à d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, vu la situation au Liban, c'est exactement la même. Et la responsabilité de la France est celle-là. Et la responsabilité de Paris, parce que Paris, qui est cette capitale des droits humains, la maire de Paris, Anne Hidalgo, y est extrêmement attachée. D'ailleurs, on prépare une grosse conférence pour la semaine prochaine à Paris où
beaucoup des interlocuteurs afghans, ceux qui ont fui, ceux qui n'ont pas encore fui vont intervenir parce qu'on ne peut pas, après les avoir abandonnés comme on l'a fait collectivement, on ne peut pas aujourd'hui laisser, vous imaginez, quand il y a des traducteurs qui ont travaillé pour l'armée française et pour les autres armées, dont la vie va être en danger, mais quelle honte ce serait pour notre pays que de les laisser tomber. Merci beaucoup Jean-Luc Romero-Michel d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.